Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un phénomène visuel assez fascinant, les autostéréogrammes. Vous vous souvenez, hein? La folie Magic Eye dans les années 90. Ah oui, ces images un peu étranges, partout dans les centres commerciaux, les livres, va les loucher dessus pendant des heures. C'est ça. Alors notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comment ça marche, d'où ça vient, pourquoi ça a eu un tel succès, quoi. On a pas mal de sources techniques, historiques. Bon programme? Alors, pour commencer, simple. Un autostéréogramme, c'est quoi, au juste? Bah, c'est une illusion d'optique, une seule image 2D, mais qui utilise notre vision binoculaire, la stéréopsie, pour créer une impression de 3D. Contrairement au vieux stéréoscope, avec deux photos, là, tout est dans une seule image. Et la 3D, elle est cachée au début. Exactement. Et l'idée, elle n'est pas si nouvelle. Déjà, Della Porta, en 1593, il explorait un peu ça, la vision séparée des yeux. Ah oui, si loin. Oui, oui. Après, on a Wheatstone en 1838, qui explique vraiment la stéréopsie, le cerveau qui fusionne les deux images des yeux. Et puis Brewster découvre l'effet papier peint. L'effet papier peint, c'est-à-dire? Quand on fixe un papier peint avec des motifs répétitifs, parfois on a l'impression que les motifs flottent à différentes profondeurs. C'est un peu l'ancêtre direct. D'accord. Mais le vrai tournant, c'est plus tard, avec les ordinateurs. Voilà. Le point clé, c'est Bela Gelès en 1959. Il invente les stéréogrammes à points aléatoires, les fameuses RDS. Et ça, c'était révolutionnaire, non? Ah, complètement. Parce qu'il montre qu'on n'a pas besoin de reconnaître des formes ou des contours pour voir en 3D. Juste des points, disposés d'une certaine manière, et le cerveau crée la profondeur. C'est bluffant. Ça montre que la perception 3D est un processus assez fondamental du cerveau, en fait. Tout à fait. Presque indépendant de la reconnaissance d'objets. Et comment on arrive de ces points à l'image Magic Eye qu'on connaît tous? Alors, il y a une étape importante en 79. Christopher Tyler, qui était un élève de Julouse, et Maureen Clark. Ils créent le premier autostéréogramme à points aléatoires sur ordi. Ok, la base technique est posée. Et le phénomène commercial, ça démarre comment? Ah, ça, c'est une histoire assez sympa. Tom Bakseg dirigeait une boîte d'informatique, Pentica Systems. Il lit un article sur les SIRD, Single Image Random Dot Stereograms. Il a l'idée de faire une pub pour sa société avec une image cachée dedans. Malin! Et ça a marché? Mieux que prévu. Il a eu beaucoup plus de retours sur l'image 3D que sur le logiciel qu'il vendait. Incroyable! Le genre de hasard qui change tout. Carrément. Du coup, il a senti le filon. Il monte une nouvelle boîte, Anything Enterprises, et il appelle ses images des Star Heroes. Star Heroes, pas mal. Et c'est devenu Magic Eye comment? Eh bien, une pub dans un magazine de bord d'avion est repérée par une société japonaise, Tenyo. Ils adorent, et ils commencent à distribuer ça au Japon en 91 sous le nom Magic Eye. Ah voilà. C'est parti de là. Exactement. Le succès au Japon a été énorme et ça a lancé la vague mondiale vers 93. D'accord. Mais alors, techniquement, comment ça marche? Pour le type papier peint, par exemple. C'est le plus simple. En gros, c'est la répétition de motifs. Le cerveau essaye de faire correspondre un motif vu par l'œil gauche avec le même motif vu par l'œil droit. Et si on décale un peu les motifs horizontalement? Voilà. Ce petit décalage entre les répétitions, le cerveau l'interprète comme une différence de profondeur. Plus le décalage est grand, plus ça semble loin ou proche, selon le sens. Simple mais efficace. Et pour les Magic Eye, souvent plus complexes, avec des points ou des textures. Là, ça utilise ce qu'on appelle une carte de profondeur, une depth map. C'est une image en niveau de gris. Gris? Pourquoi? Parce que le niveau de gris, la luminosité, en fait, va coder la distance. Par exemple, plus c'est clair, plus l'objet doit apparaître proche du spectateur. Plus c'est sombre, plus c'est loin. D'accord. Et comment ça se traduit dans l'image finale? Un algorithme prend un motif de base, ça peut être des points aléatoires ou une texture plus travaillée, et il le répète horizontalement. Mais, et c'est là l'astuce, il décale certains pixels de ce motif selon l'info de la carte de profondeur. Donc le décalage n'est plus uniforme comme pour le papier peint. Exactement. Les décalages varient subtilement d'une zone à l'autre en fonction du gris de la carte. C'est ça qui permet de créer des formes 3D complexes, des courbes, des gradients. Fascinant. Passons à la pratique. Comment on fait pour les voir, ces images? Parce que ce n'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. La clé, c'est de réussir à découpler deux choses que nos yeux font automatiquement ensemble. La mise au point, l'accommodation pour voir net, Et la convergence, l'angle que font les yeux pour viser un objet. c'est ça. Pour la plupart des autostéréogrammes, il faut regarder en divergence, c'est-à-dire fixer un point imaginaire derrière l'image.
Les yeux deviennent presque parallèles. On dit parfois regarder dans le vague. Ah oui, le fameux regard, un peu perdu. Et l'autre technique, c'est de coller le nez sur l'image. Oui, et de reculer tout doucement, sans changer la mise au point ni la convergence des yeux. Ça aide parfois à accrocher l'image 3D. Faut être patient, détendu et avoir une bonne lumière. Et puis, il faut le dire, tout le monde n'y arrive pas. Il y a des gens qui ont des problèmes de vision binoculaire, comme l'amblyopie. Oui, ou la stéréocécité. On estime que ça touche entre 1 et 5% de la population environ. Pour eux, c'est juste impossible de voir l'effet 3D. Ce qui a dû créer quelques frustrations dans les années 80. Ah, ça c'est sûr. L'impact culturel a été énorme. Les livres se vendaient comme des petits pains, il y avait des posters, des cartes postales. Des références partout. Dans Seinfeld, dans Friends. Et le film Mallrats, avec le gag récurrent du voilier It's a schooner. Exactement. Ça divisait un peu les gens, ceux qui voyaient et les autres. C'était presque un sujet de conversation obligé à un moment. Un vrai phénomène de société, quoi. Et pour ceux qui voulaient en créer eux-mêmes, il existait des logiciels. Oui, NEthing, la boîte Baxi, a commercialisé Stereo Workshop, un petit logiciel DOS assez basique. Créés par qui d'ailleurs? Michael Bielinski, qui, anecdote amusante, a aussi bossé pour un concurrent, Illusion, et a plus tard créé Elf Bowling, le jeu idiot mais addictif. Ah oui, le monde est petit. Mais ce logiciel, il permettait de faire des images aussi complexes que les Magic Eye commerciales? Non, pas vraiment. Stereo Workshop, c'était pour des formes assez simples, avec peu de niveau de profondeur, genre 16 couleurs. Les vraies images Magic Eye, elles, utilisaient un algorithme propriétaire, bien plus sophistiqué. Développés par qui? Un certain Bob Salitsky apparemment. Et surtout, elles utilisaient des motifs texturés créés par une artiste Sherry Smith et des cartes de profondeur beaucoup plus riches, souvent avec 256 niveaux de gris. 256 niveaux. Ça permet beaucoup plus de nuances. Oui, et ces cartes venaient souvent de modèles 3D rendus en ray tracing. Ça donnait des effets bien plus lisses, plus complexes. Impossible à faire avec le petit logiciel vendu au public. D'autres logiciels existaient aussi, bien sûr. D'accord. Donc voilà un bon tour d'horizon, de la physique de la vision à un algorithme secret en passant par un phénomène de mode planétaire. Impressionnant. Oui, c'est une histoire assez riche. Et peut-être une dernière réflexion. Au-delà de l'astuce technique, qu'est-ce que ça nous dit sur notre perception shite? Sur la façon dont notre cerveau construit la réalité, parfois à partir de signaux un peu bizarres, quoi. C'est vrai. Comment une simple illusion d'optique a pu devenir un tel marqueur culturel pour toute une génération. Ça laisse songeur. Exactement. Une question intéressante pour finir.